Aujourd'hui, nous allons traiter lors de notre atelier des masternodes. Donc, vous avez le titre juste ici, une nouvelle forme d'investissement dans les projets blockchain. Aujourd'hui, c'est la première fois que Filmmining prend la parole. Nous sommes ravis de pouvoir le faire ici à la Cité universitaire et surtout lors de la Blockchain Corp. Donc, merci à tous et merci aux organisateurs. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé, je suis directrice générale de la société Filmmining. Filmmining, c'est une société qui propose des solutions d'investissement dans les domaines des sécurisations des blockchains et des crypto-monnaies. Filmmining, en quelques chiffres, c'est la création en février 2018 de notre société. C'est le lancement de notre site en janvier dernier. C'est l'ouverture de nos bureaux parisiens en juin dernier. Et c'est surtout une équipe de 6 personnes qui vous accompagne au quotidien. C'est plus de 2000 clients répartis sur 18 pays, 600 serveurs en gestion. Et pour terminer, c'est plus de 25 000 € d'intérêt reversés ces 6 derniers mois à nos clients. Notre offre se résume par la vente, l'hébergement et la gestion de machines de minage et de serveurs informatiques. Comme vous le pouvez voir sur l'écran, nous avons deux familles d'offres bien distinctes, à savoir une partie matérialisée avec tout ce qui est matériel de minage. Donc là, on parlera plus de rig ou encore d'ASIC. Et donc, nous avons également une famille d'offres plus immatérielles, à savoir tout ce qui est masternode. Donc ces fameux gros nœuds réseau. En parallèle, nous avons développé une plateforme qui se veut claire, performante et efficace afin d'offrir vraiment à l'utilisateur un outil de gestion et de suivi de ses investissements en temps réel. Donc, ce qui lui permet une vraie transparence et une grande liberté d'action sur ses investissements. Notre volonté, nos objectifs sont clairs, à savoir faciliter vraiment l'accès de ces nouveaux investissements et de pouvoir de ce fait investir de façon sereine et simple sur notre plateforme dans de nouveaux projets blockchain. Parce que notre métier, c'est ça aussi, c'est via cette plateforme, c'est d'accompagner au quotidien les utilisateurs, étape après étape, dans la mise en place de leurs investissements. Aujourd'hui, on va mettre surtout en lumière donc, ces méthodes de sécurisation blockchain, à savoir plus les masternodes. Donc pour vous expliquer en quoi ce protocole propose vraiment de nouvelles perspectives dans les projets blockchain. Afin de restituer un petit peu ce qu'est la blockchain avant de continuer à aller plus loin, je vais laisser donc la parole à Patrick qui va pouvoir vous donner quelques rappels, quelques prérequis afin de mieux appréhender le sujet. Merci. Merci Chloé, donc Patrick Anschutz, consultant Filmmining. Alors en effet, durant cet atelier, nous vous expliquerons en quoi les masternodes sont une nouvelle forme d'investissement dans les projets blockchain. Mais avant cela, je vais faire un bref rappel sur ce qu'est la blockchain. Donc, on va illustrer aussi avec quelques cas d'usage pour bien poser le décor, et puis ensuite Nicolas entrera un petit peu plus dans les aspects plus concrets et plus techniques. Donc en fait, avec le buzz actuel, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que le Bitcoin, mais plus rares sont ceux qui maîtrisent exactement ce qu'est la blockchain. Et en fait, ce n'est rien de plus qu'une base de données, la blockchain. D'accord ? Une base de données qui vise à stocker des transactions réalisées entre les membres d'un réseau d'ordinateurs de manière décentralisée. Donc là, on parle de registres distribués. Donc, si on prend l'exemple du Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie à avoir utilisé la blockchain, ce qui est important de retenir, c'est que le Bitcoin, c'est un réseau de personnes qui réalisent des transactions les unes avec les autres. Ces personnes étant réparties sur toute la planète, utilisent un ordinateur et Internet pour réaliser des transactions en utilisant du Bitcoin. Chacune de ces transactions est enregistrée au fur et à mesure dans les blocs, qui sont ensuite ajoutés de manière irréversible dans la blockchain. Et la grande nouveauté, c'est les membres de ce réseau, ce sont les membres de ce réseau qui mettent à jour la blockchain, et non plus un tiers de confiance. C'est vraiment c'est en cela qu'il s'agit d'une révolution, on va le voir plus tard. Donc certains membres de ce réseau ont une mission particulière qui est d'ajouter les transactions dans les blocs, et les lier, les blocs, à la blockchain. Donc ceci en utilisant des méthodes de cryptographie pour lier les blocs les uns avec les autres et ainsi rendre le registre dont on a parlé tout à l'heure, la base de données, totalement infalsifiable et immuable. Voilà, donc ça c'était de façon vraiment un vernis sur la blockchain. Maintenant, en quoi il s'agit d'une révolution technologique? Eh bien,
Le principe, c'est que l'envoi de valeur numérique sans tiers de confiance, de pair à pair, n'était pas possible avant l'arrivée de la première blockchain de Bitcoin. Je vais maintenant aborder quelques applications concrètes qui sont des projets blockchain en cours ou futurs. Donc sur des thématiques de type traçabilité et également échange de transactions pair à pair. Donc sur la traçabilité, il y a des startups là, qui actuellement mettent en action l'inviolabilité des informations inscrites dans une blockchain à l'aide de... Donc on va garantir la traçabilité des produits alimentaires en garantissant le parcours et la transformation du bien tout au long de la chaîne logistique. Voilà un exemple de projet blockchain qui est sous-tendu avec cette technologie. Il y a un projet que j'ai trouvé intéressant à mettre en lumière également, c'est comment transformer des supporters en actionnaires. Typiquement, il y a une blockchain qui introduit le concept de crypto-equity. Donc là, on achète une partie des droits d'un artiste ou d'un sportif via une crypto-monnaie. La propriété de ces droits s'incarne dans les tokens. Donc le supporter parie sur le succès futur et non plus sur un projet court terme. Voilà. Là, on est dans vraiment la crypto-equity, nouvel concept également, qui sera sous peu disponible peut-être dans un des masternodes. On va voir. Donc on peut également faciliter l'achat et la vente d'énergie autoproduite. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Et on peut imaginer qu'un producteur A, qui est dans une zone où il n'y a pas de soleil, il va pouvoir acheter à un producteur B qui, lui, à ce moment-là, a des conditions météorologiques favorables. Il va pouvoir acheter avec des solar coins l'énergie qui va lui être nécessaire à ce moment-là. Donc là, et cela sans intermédiaire. Donc on est vraiment de gré à gré, de pair à pair. C'est là la nouveauté. Donc tout ce dont on vient de parler, ne peut en aucun cas se produire s'il n'y a pas une confiance complète dans l'infrastructure technique et logicielle. Et c'est là-dessus que Nicolas va un petit peu vous expliquer plus en détail la technicité et surtout les méthodes de sécurisation des réseaux blockchain. Bonjour. Je m'appelle Nicolas Marchel, je suis le cofondateur et responsable des opérations pour la société Filmai. Et du coup, pour ma partie, j'aimerais vous parler en réalité un petit peu de mon métier, qui est de mettre en place des protocoles de sécurisation pour garantir la sécurité des registres blockchain. Donc, on parle essentiellement ici de réseaux de blockchain publics. Donc, c'est des réseaux qui sont totalement décentralisés, ouverts, accessibles, où on peut vérifier vraiment la véracité des informations qui sont inscrites. Donc, qu'est-ce qu'on entend par protocole de sécurisation? Déjà, ça passe par des protocoles de consensus en réalité. Donc, c'est un système d'accord irréfutable établi entre les acteurs qui permet de sécuriser un système informatique. Donc, il y a plusieurs protocoles de consensus qui existent pour sécuriser les blockchains, bien entendu. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux plus importants qui sont représentés. C'est le proof of work et le proof of stake, donc la preuve de travail et la preuve d'enjeu en français. Donc, il y en a bien d'autres en réalité. Bien sûr, on ne pourra pas parler de tous ces protocoles là aujourd'hui, mais ils ont tous un avantage par rapport à son voisin, mais il n'y en a aucun qui est absolument parfait. Il y a toujours des contraintes et des inconvénients. Ils ont tous un objectif commun, en tout cas, c'est de sécuriser un registre blockchain. Donc la sécurité, bien évidemment, elle passe avant tout par la décentralisation du registre. On parle de détenteurs de registres. Plus le registre est distribué, plus il y a d'acteurs qui sont en possession du registre, et plus ça sera compliqué de modifier une information, de la corrompre, de l'effacer, d'y avoir tout simplement accès et de tricher un peu entre guillemets. Donc chaque acteur met à jour son registre en temps réel, tous les registres sont synchronisés. Donc c'est très compliqué, si vous voulez tricher, d'aller modifier, si vous voulez modifier une information, il faudra le faire dans tous les nœuds, dans tous les registres possédés par les détenteurs. Donc c'est un peu le principe, un peu contre-intuitif du personne ne se fait confiance au final, parce que c'est la confiance dans le fait que personne ne se fait confiance. On est tous en train de scruter la version si elle diffère d'un autre.
Et c'est par ce procédé, au final, qui est venu un petit peu la création du Bitcoin. C'est là-dessus qui a été basé ce protocole. Donc qu'est-ce qu'on parle par détenteur de registre? Bien évidemment, on ne parle pas réellement de personnes physiques, hein, comme vous et moi. On va parler plutôt de machines physiques, des ordinateurs et de machines virtuelles qui sont des serveurs, qui est un peu le sujet de notre intervention aujourd'hui. Machines physiques, dans le cas, donc c'est des ordinateurs en réalité qu'on a dopés, qu'on a vraiment optimisé, développé dans un but ultime, c'est fournir une puissance de calcul et travailler sur un algorithme précis pour sécuriser un registre blockchain. Ça fonctionne avec la preuve de travail. Donc c'est le premier protocole de consensus que je voulais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est vraiment le tout premier qui a été mis en lumière par le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin. C'est encore actuellement, ce réseau est encore sécurisé avec ce protocole de consensus. Donc ça n'a pas été du tout inventé par Bitcoin, hein, même s'il a été pas mal mis en lumière ces dernières années par ce réseau-là. En réalité, il date de 1993 par un chercheur de l'Institut Weizmann qui a mis en évidence le fait qu'on pouvait sécuriser un réseau en exigeant un travail difficilement réalisable pour obtenir la confiance de ce réseau. Donc en clair, pour prendre un exemple simple, imaginez que je vous donne à chacun un cadenas à code. La combinaison est la même sur tous les cadenas et je vous dis la règle du jeu est simple. Le premier qui trouve la combinaison empoche 50 bitcoins. Voilà, on conçoit bien que le travail va être long, va être fastidieux, on va falloir tester les combinaisons une à une et celui qui va gagner va empocher la récompense. C'est un peu ce qui se passe en fait par le protocole de preuve de travail, sauf qu'évidemment c'est les ordinateurs qui vont faire ce travail de minage, on va appeler ça, cette activité on l'appelle le minage, c'est de mettre des ordinateurs, de les faire travailler sur un algorithme pour trouver cette solution cryptographique. Ce code, un petit peu de cadenas, si je reprends l'exemple précédent. Donc on appelle ce code le hash. Le hash d'un bloc, c'est une valeur numérique qui doit être devinée par l'algorithme pour pouvoir verrouiller le bloc. Ça participe à la création crypto-monétaire, puisque ça distribue la récompense à la personne qui a trouvé la solution du bloc. Donc ces personnes-là, c'est évidemment ce qu'on appelle des mineurs. Et je voulais vous parler également pour mettre un petit peu un exemple sur cette puissance, en fait, cette puissance de ce protocole. C'est vous mettre un chiffre un petit peu en lumière, à l'heure actuelle. 100 milliards de milliards. 100 milliards de milliards. Moi, quand je vois un chiffre comme ça, alors je ne sais pas si c'est un peu ma passion pour l'astronomie qui parle, mais j'ai l'impression qu'on parle de distance interplanétaire, voire même interstellaire, tellement c'est absolument hors du commun. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ce chiffre peut représenter? Personne. 100 milliards de milliards de hash par seconde. C'est la puissance du réseau Bitcoin aujourd'hui. On a dépassé un petit peu ce stade il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'octobre il me semble. Ça veut dire qu'il y a 100 milliards de possibilités qui sont testées chaque seconde sur le réseau Bitcoin pour pouvoir tenter de verrouiller un bloc, de crypter le bloc et de sécuriser son réseau. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si on prendrait la comparaison, admettons qu'un kilo H équivaut à 1 km, ça représenterait 300 millions d'allers-retours Terre-Soleil. Je ne sais pas si c'est totalement démentiel. Alors qu'un photon, la particule élémentaire de la lumière, met 8 minutes à nous venir du Soleil, le réseau Bitcoin, lui, aurait le temps de faire 300 millions d'allers-retours Terre-Soleil. Donc c'est une comparaison un petit peu folle, hein, j'en conviens, ça n'a les chiffres n'ont un peu rien à voir, mais ça met en évidence quand même la puissance de ce réseau et l'avantage de la preuve de travail qui fait que c'est très compliqué de corrompre sa blockchain. Parce que pour ce faire, il faudrait détenir plus de 50% de la puissance du réseau. On appelle ça l'attaque des 51%, hein, qui a été pas mal pointé du doigt, sur le fait que si on possédait plus de 50% de cette puissance, on serait en mesure de corrompre le registre. Ce qui est totalement invraisemblable aujourd'hui d'envisager un tel challenge. Ça représenterait des coûts matériels, énergétiques totalement délirants. Donc évidemment, cette puissance, c'est une puissance qui a un prix, hein, qui est souvent pointée du doigt un petit peu par les détracteurs du réseau Bitcoin, qui pointe un peu du doigt du coup cette surconsommation et ce manque un petit peu de gaspillage énergétique. On estime sa consommation mondiale à 50 TWh, donc bon, tout est relatif. C'est une estimation parce que c'est très compliqué de savoir réellement la puissance que consomme le réseau Bitcoin, parce qu'on ne sait pas réellement quelle type de machine est branchée sur ce réseau. Il y a eu pas mal de développements ces dernières années sur des nouvelles machines plus puissantes, plus efficaces, qui produisent plus de hash avec moins de consommation. Donc c'est une estimation qui varie entre 30 et 200 TWh en réalité. Mais on comprend bien en tout cas ici une chose,
c'est qu'on ne pourra pas mettre en place de tels protocoles sur toutes les blockchains qu'on va développer dans le futur. C'est pas viable à long terme, donc il faut qu'on trouve une autre solution, et d'autres solutions évidemment ont été trouvées. Et c'est pour cela que je vais vous parler un petit peu des masternodes maintenant, qui est un peu le cœur de notre métier aussi. Les masternodes, c'est des super nœuds réseau. Donc ça ne va plus être des machines de minage, ça va être des serveurs informatiques qui vont être hébergés dans des data centers. Donc des serveurs, ça consomme très peu d'énergie, au final, comparativement à une machine de minage, bien sûr. Et donc ces serveurs, ils fonctionnent avec le protocole de la preuve d'enjeu, donc le Proof of Stake. Et il y a plusieurs avantages du coup à ce nouveau système. C'est que déjà il n'y a pas d'investissement important, c'est une sécurisation par software. Donc c'est un logiciel qui va être hébergé sur un serveur. C'est assez facile et rapide à déployer. Et puis c'est beaucoup moins cher, surtout en fonctionnement et en entretien. Les machines de minage, ça demande quand même, c'est une certaine industrie qui coûte cher. Il y a des pannes, il faut monter une infrastructure, gérer les flux de chaleur. C'est toute une industrie. Parce qu'après tout, pourquoi on ne pourrait pas sécuriser un réseau blockchain via un serveur? Aujourd'hui, on confie tous les jours nos données, nos informations, notre argent. On met entre les mains de serveurs informatiques qui sont répartis dans les data centers du monde entier. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc pourquoi on ne pourrait pas se baser sur ces nouveaux protocoles un petit peu dématérialisés au final? Donc pour en revenir au cœur un petit peu du dispositif de comment ça fonctionne réellement les masternodes, donc le Proof of Stake, le principe est assez simple, c'est qu'il va falloir, pour obtenir la confiance du réseau, investir dans le projet. Donc investir dans le projet, c'est quoi? C'est acheter une certaine partie de crypto-monnaies ou de jetons de ce projet et de les stacker, donc les bloquer, les mettre un petit peu sous séquestre sur un wallet officiel et le relier à un serveur informatique. Ce serveur informatique, il va analyser en temps réel et voir si la caution est toujours là. Si elle est déconnectée du serveur, vous n'êtes plus digne du réseau et vous ne pouvez plus participer à la sécurisation du registre. Donc les conditions pour mettre ça en place, la caution à bloquer, un serveur informatique à déployer, bien évidemment, assurer une disponibilité avec le réseau, qui doit être en constante connexion avec le réseau, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on peut difficilement faire ça à domicile, même si en théorie c'est possible en laissant un ordinateur tourner toute sa journée chez vous, mais bon, c'est pas l'idéal. Et il faut assurer, bien entendu, des maintenances, des mises à jour. On est sur des protocoles assez récents en développement, donc il y a pas mal de correctifs à mettre en place. Et surveiller le bon fonctionnement au quotidien de ces serveurs, s'ils ne sont pas arrêtés, si le logiciel n'a pas planté, s'il faut refaire des installations, etc., etc. Et il y a quand même pas mal de points à prendre en compte. Et les masternodes, ce n'est pas que la sécurisation du registre. Ils introduisent également une nouveauté, c'est la participation de l'exploitant du nœud réseau en lui donnant un droit de vote. Donc on parle ici de gouvernance décentralisée. Chaque propriétaire d'un nœud masternode a en effet un droit de vote pour s'impliquer sur le développement du projet, sur une future évolution qui va être soumise. L'équipe de développement va confier certaines évolutions à la communauté qui détient des nœuds masternodes. Alors toutes les évolutions ne sont pas remises sous le droit de vote, bien sûr. Il y a certaines évolutions très techniques et très importantes qui sont à la discrétion de l'équipe de développement. Mais là, ça permet quand même de se retrouver un petit peu dans un modèle qu'on connaît déjà, le modèle de l'actionnariat. On a le droit quand même de participer un petit peu aux décisions de la société. Donc bien sûr, bien évidemment, au-delà de la beauté du geste, de s'impliquer dans un projet et de sécuriser un réseau blockchain, il y a bien entendu un intérêt économique pour l'investisseur et pour le propriétaire d'un nœud réseau. L'intérêt, c'est que vous allez participer du coup à la création crypto-monétaire du projet. C'est comme ça que sont créés les nouveaux jetons sur ces projets. Et donc c'est défini par un taux qu'on appelle le ROI, donc le retour sur investissement. C'est un taux au même titre qu'un placement financier traditionnel, c'est un taux d'intérêt annuel qui va être calculé en fonction du collatéral du projet. Donc, si admettons que vous avez un collatéral à 1000 jetons, 100 jetons, pour faire très simple, 100 jetons avec un ROI de 50%, à la fin de l'année, vous aurez 150 jetons. Le fait de bloquer ce collatéral, ça permet aussi, une deuxième chose, c'est de limiter la volatilité du jeton. Parce qu'en fait, le fait de bloquer justement cette quantité de jetons pour faire fonctionner un masternode, on n'est pas toujours sur le marché à vouloir revendre ces jetons. Il y a vraiment une incitation au stacking et à limiter cette volatilité, même si évidemment on est bien entendu sur un marché difficilement, c'est difficile de la contrôler quand même. Il faut garder ça quand même en tête, mais c'est en tout cas la volonté de ce protocole-là initial.
Aujourd'hui, il existe des centaines de masternodes différents. Il y a énormément de projets qui soutiennent, qui se sécurisent via ce protocole de consensus. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui ont des données un petit peu incohérentes et qui finiront par s'éteindre un petit peu tout seul. Nous, notre volonté ici, en tant que Filmining, c'est de pouvoir sélectionner des projets selon différents critères. On propose des projets masternode à nos clients. On a une responsabilité envers eux de proposer des projets qui sont viables, qui sont pérennes, même si ce n'est pas toujours facile à anticiper l'évolution d'un projet, parce qu'il y a tout un tas de critères. Mais en tout cas, il y a quelques points un petit peu importants à prendre en compte. D'abord, est-ce que ce projet répond à un besoin réel? Est-ce que c'est quelque chose de viable? Est-ce que c'est quelque chose qui a son sens? On regarde aussi des exigences matérielles, parce qu'il y a certains serveurs qui sont très gourmands en ressources matérielles et qui ne sont pas viables par rapport au retour sur investissement annoncé par l'équipe de développement. Donc on sait que ça ne sera pas forcément viable à long terme. On regarde l'équipe de développement qui est derrière, est-ce qu'il y a un passif? Est-ce qu'ils sont investis sur d'autres projets? Est-ce qu'ils ont déjà eu des réussites dans ce domaine-là? La communauté aussi est très importante. La communauté d'un projet, c'est ce qui fait aussi souvent qu'elle se développe. C'est pas à prendre à la légère également. Et puis surtout, le point essentiel, c'est des données financières cohérentes. Donc qu'est-ce que j'entends par données financières cohérentes? Ça va être le taux de ROI. C'est souvent un indice un petit peu clé. Il y a des projets qui proposent des ROI à 500, 1000, 5000%, des taux totalement délirants, qui, on comprend bien, ne sont pas viables. Ça crée une hyperinflation du jeton, donc c'est pas possible d'investir dans des projets comme ça. Il faut voir également le prix du token, combien il y en aura de créer, est-ce qu'il y a un total supply qui est défini par l'équipe, ou est-ce qu'on va créer comme ça des jetons de manière infinie. La volatilité du jeton sur le marché, est-ce qu'il est facilement échangeable, est-ce qu'il est assez liquide sur le marché des crypto-monnaies pour pouvoir acheter et revendre facilement. Toutes ces données-là constituent un petit peu les points d'analyse qui permettent de définir si on va proposer ce projet-là à nos clients ou pas. Donc maintenant, je vais passer un petit peu la parole à Didier pour synthétiser un petit peu tout ça. Bonjour, merci à tous d'être là. Je suis Didier Desenfants, je suis responsable de la communication. Sachez que depuis que je suis sur cette spécificité qu'est la communication, j'ai rencontré pas mal de domaines. Celui-ci est assez interpellant parce que tous les jours il est en lévitation, tous les jours il y a un nouveau vocable, tous les jours il a un nouveau périmètre. Et j'ai tendance à dire que chaque matin, lorsque je me lève, j'ai l'impression, en lisant les newsletters des uns et des autres qui m'arrivent du monde entier, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 6 mois, je suis déjà en retard. Je voudrais rappeler ce que Nicolas vient de vous dire avec brio, parce qu'il est tous les jours côté salle des machines. Les masternodes ne sont pas le fruit du hasard. Bon, la population est assez importante. Notre travail, celui de Filmining, c'est de déposer sur le site une population de masternodes qui ont déjà été étudiées, regardées. Donc ce que vous trouverez sur notre site en termes de masternodes, ce n'est pas comme la rosée du matin, ce sont des masternodes qui ont été étudiés savamment. Si vous les retrouvez chez nous, c'est qu'ils ont déjà passé plusieurs examens de passage. Sur le principe du masternode, j'ai lu dans le journal du net de vendredi dernier un journaliste qui propose une définition très claire. La démarche est comparable à l'achat d'un appartement locatif pour toucher les loyers, mais elle s'applique à des serveurs informatiques. Pour revenir sur nos masternodes, je vais reprendre les points clés qui ont été cités par Nicolas il y a quelques instants. Pour nous, la combinaison gagnante, c'est un ROI réaliste. Donc vous ne trouverez pas sur le site de Filmining des ROI à 150, 250 ou 1000%, mais des ROI qui sont peut-être moins flatteurs, mais plus éloquents dans la durée. Vous avez bien sûr la pertinence du projet, un modèle économique viable dans toute entreprise, une équipe de développement mature qui a déjà fait ses preuves, ce qui explique donc la finalité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les masternodes chez Filmining, ce n'est pas 15 pages écran, mais c'est 10 masternodes qui sont travaillés, qui sont étudiés et qui sont vérifiés tous les jours. Sur la partie équipe, Chloé l'a dit en intro, la société mère, la ferme de Minage, se trouve dans les Alpes françaises, à Grenoble. Nous avons
le contact clientèle qui est très fluide, 24 heures sur 24. Je pense que de ce côté-là, nous allons devoir nous étoffer. Et vous le verrez si vous allez sur le site par curiosité. Globalement, pour tous les aspects et prestations, nous avons un tableau de bord qui est très fluide. Pour les masternodes, nous avons une mise à jour des gains, comportement du masternode dans son volume de change, mise à jour qui est réalisée toutes les 5 secondes. Je pense qu'il faut être très exigeant si on veut descendre en deçà de 5 secondes. Bien sûr, totale transparence. Je pense que tout ce qui est crédit, usager, utilisateur, sur Filmmining, que vous pouvez voir sur l'internet, peu de reproches, mais une société complètement accessible et complètement transparente. Un dernier point sur lequel il faut attirer votre attention, c'est la sécurité. C'est un domaine dans lequel nous sommes en train d'investir beaucoup d'argent pour notre pérennité, mais aussi pour votre sécurité. Donc, les masternodes, ce sont des placements innovants. Ils sont intéressants, ils sont à regarder, ils sont à voir. Vous pouvez, mettre 50 €, 100 €, regarder le comportement de cette mise sur un ou plusieurs masternodes pour vous faire un avis. C'est ce que je vous recommande en tout cas, c'est ce que j'ai fait aussi personnellement. Et vous allez voir pour dire que ce n'est pas sans intérêt, dans les deux sens du terme. Donc, vous pouvez venir chez nous. Si vous souhaitez nous confier la gestion technique de l'ensemble, bien entendu, ce sera pour nous une véritable proof of trust pour décliner à nouveau la notion de proof. Sur ce, merci à tous d'être venus aujourd'hui et puis bon salon à tous.